Entre mers bleues et montagnes escarpées, sur un territoire fragmenté et lumineux, une civilisation est née qui a transformé à jamais la façon dont les êtres humains pensent, gouvernent et créent. La Grèce n'était pas un empire au sens romain du terme, ni une puissance unifiée sous une seule bannière. C'était une constellation de peuples dispersés, d'îles, de vallées et de ports qui, au fil des siècles, ont façonné un esprit commun, l'éthos hellénique, une façon de comprendre la liberté, la beauté et la connaissance qui définit encore l'essence de l'Occident. Ces rivages déchiquetés, ouverts sur la mer Égée, étaient une invitation constante au voyage. Des îles des Cyclades à la péninsule du Péloponnèse, les Grecs de l'Antiquité vivaient face à la mer. L'eau était leur chemin et leur frontière, leur subsistance et leur menace. Grâce à lui, ils commerçaient, exploraient, combattaient et s'étendaient jusqu'aux côtes de l'Asie mineure, du sud de l'Italie et au-delà de la Méditerranée. Dans un territoire de sol pauvre et de montagnes qui isolait les communautés, la mer était le fil conducteur d'une civilisation qui faisait de l'échange sa force et de la navigation son art, à l'aube du 2e millénaire avant Jésus-Christ. J.C., alors que l'Égypte et la Mésopotamie avaient déjà construit des empires et des monuments, la Grèce a commencé à prendre forme comme une mosaïque de cultures qui hériterait du meilleur du monde oriental et le transformerait en quelque chose de nouveau. En Crète, la civilisation minoenne a développé des palais majestueux, des fresques colorées et un commerce florissant qui reliait la mer Égée aux civilisations du Nil et de l'Euphrate. Sur le continent, les Mycéniens ont érigé des forteresses fortifiées et tissé les légendes qui inspireront plus tard les poèmes homériques. Autour d'eux, des mythes, des héros et des dieux ont commencé à tracer l'imaginaire d'un peuple destiné à perdurer au-delà de ses frontières. La géographie grecque, sauvage et fragmentée, a favorisé l'indépendance de ces communautés. Chaque vallée, chaque île et chaque port est devenue une polis, une cité-État avec ses propres lois, son propre gouvernement et ses propres traditions. Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes ou Milet n'étaient pas de simples centres urbains, mais des mondes entiers, fiers et rivaux, unis seulement par la langue et la religion. Ce modèle politique, basé sur l'autonomie et la participation, a donné naissance à des concepts tels que la citoyenneté, la république et la démocratie. En Grèce, l'idée est née que les hommes pouvaient se gouverner eux-mêmes, discuter de leur destin en assemblée et décider par la parole plutôt que par l'épée. Mais la Grèce n'était pas seulement politique, c'était aussi de l'art, de la science et de la pensée. Dans ses temples et ses sculptures, on cherchait la perfection de la forme humaine. Dans ces théâtres, les passions et les dilemmes moraux étaient explorés. C'est dans leurs écoles qu'est née la philosophie, cette impulsion de demander et de raisonner qui changera à jamais la façon dont l'être humain affrontera le monde. Socrate, Platon et Aristote, des siècles plus tard, incarneront cette recherche de la vérité qui n'est pas imposée par la foi ou la force, mais par la raison. Les dieux grecs, contrairement à ceux de l'Orient, ne vivaient pas dans un ciel inaccessible. Ils étaient le reflet des hommes. Ils aimaient, haïssaient, combattaient, trompaient. Ils habitaient le mont Olympe, mais ils marchaient parmi les mortels. Cette vision humanisée de l'univers a donné naissance à une mythologie riche et diversifiée qui expliquait l'origine du monde, le destin et les forces naturelles à travers des histoires qui survivent encore aujourd'hui dans la littérature et l'art. La religion grecque n'exigeait pas de dogme. C'était une relation vivante entre les hommes et le divin, un équilibre entre la peur, le respect et la fête. Le temps des héros a marqué le début de leur identité. Achille, Ulysse, Jason, Héraclès et bien d'autres ont joué dans des histoires où le courage et la ruse définissaient le destin des hommes. Dans ces actes, le mythe et l'histoire se sont confondus, créant un modèle de conduite qui exaltait l'arté, l'excellence, comprise comme la recherche constante de l'amélioration. Être grec, c'était aspirer à cette perfection, non pas comme un don divin, mais comme un effort humain. Au fil des siècles, la civilisation grecque a traversé des crises et des renaissances. Après la splendeur minoenne et mycénienne est venue l'obscurité, des siècles d'isolement, d'oubli et de silence. Mais de ce vide est né un nouvel élan créatif. À l'époque archaïque, la Grèce s'épanouit à nouveau avec force. La polis naquit, les lois furent codifiées, elle s'étendit dans toute la Méditerranée et une culture qui équilibrait tradition et progrès se consolida.
C'était une renaissance qui jetterait les bases de tout ce qui viendrait plus tard. Les Minoens, la splendeur de la Crète, bien avant qu'Athènes ou Sparte n'existent, bien avant que les poètes ne chantent les exploits d'Achille ou d'Ulysse, une civilisation s'est épanouie au cœur de la mer Égée. Sur l'île de Crète, entourée d'eau profonde et de routes commerciales la reliant à l'Égypte, à l'Anatolie et au Levant, elle est apparue vers 3000 avant notre ère, J.C. La première grande culture du monde grec, la civilisation minoenne. Son nom, tiré du légendaire roi Minos, évoque des mythes de labyrinthes, de monstres et de héros, mais derrière la légende se cache une société réelle, avancée et raffinée, qui a jeté les bases de la splendeur hellénique. Le centre de ce monde était Knossos, une ville-palais qui éblouissait par sa complexité architecturale. Avec plus d'1 millier de pièces reliées par des couloirs, des escaliers et des cours, Knossos était un labyrinthe de pierres et de couleurs. Ses murs étaient recouverts de fresques qui montraient des scènes de la vie quotidienne, des processions religieuses et des jeux de tauromachie. Il n'y avait pas de représentation de la guerre ou de la violence, mais de la danse, de la musique et de la nature. Cette absence d'iconographie de guerre suggère que les Minoens vivaient dans une paix relative, protégés par la mer et soutenus par le commerce. La puissance maritime était la clé de sa prospérité. La Crète contrôlait les routes reliant la Méditerranée orientale et occidentale, échangeant de l'huile, du vin, de la poterie et des métaux. Les navires minoens, avec de longues coques et de hautes proues, étaient les plus rapides de leur temps. Cette domination de la mer a donné naissance au mythe de la thalassocratie minoenne, le « royaume de la mer ». Selon les récits anciens, Minos lui-même avait reçu le contrôle des eaux par les dieux, assurant la paix et la stabilité dans la mer Égée. La société minoenne était hiérarchisée, mais moins rigide que d'autres de la même époque. Au sommet se trouvait un monarque, probablement de nature sacrée, entouré de prêtres, d'artisans et de fonctionnaires. Cependant, l'art suggère une position dominante des femmes, avec des figures féminines dépeintes comme des déesses ou des prêtresses, richement vêtues et dans des poses d'autorité. Les rites religieux étaient centrés sur la fertilité, la nature et le taureau, symboles de force et de renouveau. Les cérémonies comprenaient des acrobaties sur des taureaux, des danses et des offrandes dans des grottes ou des sommets de montagnes, des endroits où les Minoens croyaient que les dieux habitaient. L'art minoen reflétait une sensibilité exceptionnelle. Les fresques de Knossos, Phaistos et Hagia Triada montrent des couleurs vives telles que les rouges, les bleus et les jaunes, appliquées avec une technique d'une grande délicatesse. Les objets en céramique, en ivoire et en or révèlent une maîtrise technique et esthétique comparable à celle de l'Égypte. Les figures humaines, agiles et élégantes, semblent se mouvoir avec une grâce presque moderne. L'art ne cherchait pas à imposer, mais à célébrer la vie. En lui, nous pouvons voir un amour pour le mouvement, la couleur et l'harmonie qui influencera plus tard la sculpture et la peinture grecque. L'écriture était une autre de ses réalisations. Les Minoens ont développé un système connu sous le nom de linéaire A, non encore déchiffré, utilisé pour l'administration et le commerce. Plus tard, les Mycéniens adapteront ce système à leur propre langue, donnant naissance au linéaire B, un ancêtre direct du grec archaïque. L'existence d'une bureaucratie complexe et de sceaux administratifs montre que les palais fonctionnaient comme des centres politiques, économiques et religieux, contrôlant la production et la distribution des biens. Le commerce avec l'Égypte et le Proche-Orient a laissé une profonde empreinte culturelle. D'Égypte, ils ont adopté des techniques artistiques, des motifs décoratifs et peut-être des éléments religieux. En échange, ils exportaient de l'huile, du vin et de la céramique. Des tablettes trouvées dans le delta du Nil attestent la présence de commerçants crétois dans les ports égyptiens, confirmant l'étendue de leur réseau commercial. La Crète était un point de rencontre entre l'Orient et l'Occident, un carrefour où les idées et les produits se fondaient en une seule culture. Mais la splendeur minoenne n'a pas duré éternellement. Vers 1450 avant Jésus-Christ, J.C., en 400 avant Jésus-Christ, J.C., les palais de Knossos, Phaistos et Malia furent détruits presque simultanément. Pendant longtemps, on a pensé qu'un cataclysme naturel, peut-être l'éruption du volcan Terra, avait provoqué sa ruine. L'explosion, l'une des plus puissantes de l'histoire, a craché des cendres à travers la mer Égée et généré des tsunamis qui ont balayé les côtes.
Cependant, des études archéologiques suggèrent que l'éruption, bien que dévastatrice, n'a pas suffi à elle seule à anéantir la civilisation. Les preuves indiquent également des invasions ou des conflits internes. Après la destruction, Knossos a été reconstruite et a subsisté pendant une courte période, mais sous une nouvelle influence, celle des Mycéniens du continent, qui ont pris le contrôle de l'île. Les vestiges du linéaire B trouvés en Crète confirment la présence de cette nouvelle élite guerrière, qui a absorbé une partie de la culture minoenne et l'a intégrée dans son propre monde. L'ancienne puissance maritime des Crétois s'est lentement estompée, et avec elle, l'un des chapitres les plus énigmatiques de l'Antiquité a disparu. Malgré cela, le souvenir de la Crète a survécu dans les mythes. Plus tard, les Grecs ont raconté que le roi Minos avait ordonné la construction d'un labyrinthe pour enfermer le Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau, née de l'union de sa femme Pasiphae avec un taureau sacré. Dédale, l'architecte du labyrinthe, et son fils Icare symbolisaient l'ambition humaine et son châtiment, volé trop près du soleil. Ces histoires, transmises par les poètes et les dramaturges, étaient l'écho d'une véritable civilisation, dont la puissance et le mystère étaient gravés dans la mémoire du monde hellénique. Les murs croulants de Knossos, les colonnes rouges du palais et les peintures qui conservent encore leur éclat sous la lumière crétoise sont les derniers témoins d'une société qui, sans armée ni conquête, a atteint la grandeur par l'art, le commerce et l'imagination. Leur influence persistera pendant des siècles, sous la forme des mythes qui ont donné naissance à l'identité de la Grèce et dans l'idée que, même sur une île perdue dans les mers, la graine d'une civilisation immortelle pouvait naître. Les Mycéniens, les premiers héros grecs. Dans les collines du Péloponnèse, entourées de murailles cyclopéennes et baignées par le soleil doré de la mer Égée, se dressaient les forteresses de Mycène, Tirynthe et Pylos. Là, entre le XVIe et le XIIe siècle, une civilisation puissante et guerrière s'épanouit qui marquera l'aube de la Grèce héroïque. Les Mycéniens, héritiers partiels de la splendeur minoenne, mais d'un esprit très différent, furent les premiers Grecs au sens plein du terme. Ils parlaient une forme archaïque de la langue hellénique, pratiquaient des rituels qui inspireraient plus tard la religion olympienne et forgeaient les légendes qu'Homère transformerait en épopées immortelles. Leur monde était un monde de palais-forteresses, de centres de pouvoir et d'administration où régnaient les Wanax, souverains d'une autorité presque divine. Mycène, la plus célèbre, dominait les routes commerciales du Péloponnèse et étendait son influence à la mer Égée et à l'Asie mineure. La monumentale porte des Lions, qui garde toujours l'entrée de son acropole, témoigne de sa grandeur et de son obsession pour la sécurité. Ces murs, formés de blocs de pierre si énormes que la tradition les attribuait à des géants, défendèrent une aristocratie guerrière habituée à la guerre et à l'intrigue. La société mycénienne était hiérarchisée et disciplinée. Au sommet se trouvait le roi, entouré de fonctionnaires, de scribes et de soldats. Les tablettes linéaires B, décryptées au XXe siècle, révèlent un système d'administration méticuleux. Inventaire des métaux, de l'huile, du vin et des armes, registre des offrandes aux dieux et liste des ouvriers. Contrairement aux Minoens pacifiques, les Mycéniens vivaient dans un environnement de compétition et de conflit. Son art et son architecture reflètent un monde où la force était la mesure du pouvoir. L'armée occupait une place centrale dans la vie mycénienne. Les guerriers portaient des casques faits de défense de sangliers, des boucliers en cuir durci et des épées de bronze. L'iconographie de la céramique et des fresques montrent des chars et des scènes de bataille. La domination militaire a permis aux Mycéniens d'étendre leur influence aux îles de la mer Égée, aux côtes de l'Anatolie et même à Chypre. L'archéologie confirme l'existence d'enclaves mycéniennes dans toute la Méditerranée orientale, suggérant un réseau de colonies ou, du moins, des échanges soutenus par la puissance militaire. Le contact avec les Minoens de Crète a été décisif après la destruction des palais minoens vers 1450 avant notre ère. J.C. Au 1er siècle avant notre ère, les Mycéniens ont occupé l'île et adopté bon nombre de ses réalisations culturelles. Ils en ont tiré l'écriture, les motifs artistiques et certains rites religieux, bien que réinterprétés sous leur esprit martial. Là où les Minoens avaient peint des processions et des fleurs, les Mycéniens représentaient des armes, des chasses et des scènes de conquête. C'était la même mer, mais un nouveau caractère. Pragmatique, expansionniste, fier de sa lignée guerrière.
La richesse des tombes royales de Mycène révèle la splendeur de son élite. Les fouilles menées par Heinrich Schliemann à la fin du XIXe siècle ont mis au jour des masques en or, des bijoux, des épées décorées et des vases précieux. Le plus célèbre, le soi-disant masque d'Agamemnon, est devenu un symbole de cette civilisation. Bien que nous sachions aujourd'hui que sa datation est antérieure au roi légendaire, sa découverte a confirmé l'existence d'une culture aussi riche que les descriptions homériques. L'or mycénien, extrait ou acquis par le commerce et la guerre, brillait comme un emblème de statut et de foi en une vie après la mort. Les dieux mycéniens anticipaient le panthéon qui allait plus tard dominer la Grèce. Des noms tels que Zeus, Poséidon ou Héra apparaissent déjà sur les tablettes du linéaire B. La religion combinait la vénération des divinités naturelles avec des sacrifices et des offrandes destinés à assurer la prospérité du royaume. Les palais servaient également de temples, où les prêtres gardaient les trésors sacrés et organisaient des cérémonies en l'honneur des dieux protecteurs de la ville. Le roi, en tant qu'intermédiaire entre les hommes et les dieux, incarnait la stabilité du cosmos. La légende et l'histoire se confondent dans cette période. Le souvenir des royaumes mycéniens et de leurs conflits a inspiré les poèmes épiques d'Homère des siècles plus tard. Mycène devint le trône d'Agamemnon, Argos dans le pays de Diomède, Pylos la demeure de Nestor et Sparte dans le royaume de Ménélas. La guerre de Troie, racontée dans l'Iliade, est la synthèse mythique de cette ère de héros. Bien que son historicité ait été remise en question pendant des siècles, les fouilles de Hisarlik dans l'actuelle Turquie ont prouvé l'existence d'une ville fortifiée détruite vers 1200 avant Jésus-Christ. J.C. coïncide avec la chronologie mycénienne. Troie a probablement été l'une des nombreuses villes balayées dans les luttes pour le contrôle du commerce égéen. L'épopée d'Homère n'est donc pas née d'un pur mythe, mais d'une mémoire collective de guerres réelles magnifiées par la poésie. Le déclin mycénien a commencé vers 1200 avant notre ère, J.C., dans une période turbulente qui a affecté toute la Méditerranée orientale. Des villes entières furent incendiées, des palais abandonnés et le commerce s'effondra. Les causes sont encore débattues. Certains historiens pointent du doigt des invasions des peuples de la mer. D'autres parlent de rébellions internes ou d'un cataclysme naturel. La vérité est que le système des palais s'est effondré, entraînant avec lui l'écriture, l'administration et une grande partie des connaissances techniques. En l'espace de quelques décennies, la civilisation qui avait dominé la mer Égée a presque complètement disparu. De ces ruines, il ne restait que des murs, des tombes et des mythes. Mais dans ces ruines a persisté quelque chose de plus profond, l'image du héros, de l'homme qui défie le destin et cherche la gloire éternelle. L'âge des ténèbres, le silence après l'effondrement. Après la splendeur de Mycène et les actes qui ont inspiré les chants d'Homère, la Grèce est tombée dans un long silence. Entre le XIIe et le IXe siècle avant Jésus-Christ. J.C. au 1er siècle avant Jésus-Christ. J.C. le monde hellénique a connu une période d'obscurité au cours de laquelle les villes ont été abandonnées, le commerce s'est éteint et l'écriture a disparu. Les archéologues l'appellent l'âge des ténèbres, non pas à cause de l'absence de vie, mais à cause de la rareté des vestiges qui permettent de le reconstruire. Ce fut une période de retraite et d'isolement, mais aussi de transformation, au cours de laquelle les graines de la Grèce classique ont lentement commencé à germer sous le sol de l'oubli. L'effondrement mycénien, qui s'est produit vers 1200 avant notre ère. J.C. avait démantelé les structures politiques et administratives qui soutenaient le monde du palais. Les royaumes disparurent, les Wanaks perdirent leur pouvoir et les grandes fortifications restèrent vides. Les tablettes du linéaire B, dernier témoignage d'une bureaucratie avancée, n'étaient plus écrites. L'organisation centralisée a cédé la place à de petites communautés autosuffisantes qui ont survécu grâce à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. En quelques années, la splendeur du bronze donne naissance à une société rurale et appauvrie. Les causes de l'effondrement sont encore débattues. Certains érudits pointent du doigt des invasions de peuples étrangers, peut-être les Doriens, des tribus du Nord qui auraient introduit l'utilisation du fer et déplacé les populations mycéniennes vers les îles et la côte de l'Asie mineure. D'autres évoquent un ensemble de facteurs, catastrophes naturelles, crises économiques, conflits internes et épuisement du système des palais.
La vérité est que, quelle qu'en soit la raison, la Grèce a perdu son lien avec le monde extérieur et s'est repliée sur elle-même. L'art et l'architecture reflètent cette chute. Les tombes monumentales ont disparu, les palais n'ont jamais été reconstruits et la poterie est devenue plus simple, avec des tons sombres et des motifs géométriques. Au lieu de frais et d'or, ce sont les motifs répétitifs qui prédominent, lignes, spirales, triangles. La culture matérielle est devenue austère, fonctionnelle, mais pas pour autant dépourvue de beauté. Ce style, dit géométrique, deviendra des siècles plus tard le symbole d'une nouvelle esthétique, un prélude à l'ordre et aux proportions qui caractériseront l'art grec classique. Durant cette période, l'écriture disparaît complètement. Sans une administration qui en avait besoin, le linéaire B est tombé dans l'oubli et il a fallu près de 4 siècles avant que la Grèce n'adopte un nouvel alphabet, cette fois basé sur le phénicien. Avec la perte de l'écriture, l'histoire a cessé d'être enregistrée sur des tablettes et a commencé à être transmise oralement. Les récits de héros et de guerre ont été conservés dans la mémoire des bardes, les aédos, qui récitaient des vers qui inspireraient plus tard l'Iliade et l'Odyssée. Ainsi, alors que le monde matériel s'effondrait, le mythe est devenu le dépositaire de l'identité grecque. Dans un contexte de pauvreté et d'isolement, les migrations ont joué un rôle crucial. De nombreux Grecs ont fui la péninsule vers les îles de la mer Égée et la côte anatolienne, fondant ce qui allait devenir la Grèce ionienne. Là, dans des villes comme Smyrne, Milet ou Éphèse, les traditions et les connaissances qui seront plus tard essentielles à la renaissance culturelle ont été préservées. Ces communautés maintinrent le contact avec l'Orient, préservant la flamme du commerce et des échanges intellectuels à une époque de ténèbres continentales. Les armes en fer, probablement introduites par les Doriens, ont transformé la guerre et l'économie. Plus solides et plus accessibles que le bronze, ils ont permis aux outils et aux armes de se répandre parmi une population plus large. Avec le fer vint un changement social. Le pouvoir cessa d'être concentré dans les anciennes aristocraties de palais et commença à se déplacer vers une nouvelle classe de paysans guerriers. C'était le germe d'une société plus ouverte et compétitive, où le mérite commençait à remplacer la lignée. Les rituels religieux ont survécu à la ruine du système politique. Les Grecs ont continué à adorer les dieux anciens, même si leurs temples étaient de modestes autels de pierre. Dans les grottes et les sommets des montagnes, ils ont continué à offrir des sacrifices à Zeus, Poséidon et Athéna. La religion, plus qu'une institution organisée, était un lien qui maintenait la cohésion de communautés dispersées. À une époque sans écriture ni roi, les mythes agissaient comme une mémoire collective, des histoires partagées qui expliquaient l'origine des peuples et la volonté des dieux. Vers le IXe siècle avant Jésus-Christ, J.C. Des signes de rétablissement ont commencé à devenir visibles. Le commerce avec l'Est reprend, les échanges culturels s'intensifient et les villages se transforment en petits centres urbains. C'est dans ce contexte qu'est apparu le nouvel alphabet grec adapté du phénicien qui a introduit pour la première fois la notation des voyelles. Cette avancée a non seulement facilité l'écriture, mais a également permis de mettre par écrit des poèmes et des lois. La parole, jusque-là confiée à la mémoire des chanteurs, est devenue un témoignage durable. La Renaissance archaïque, la polie et l'esprit hellénique. Après des siècles d'obscurité et d'isolement, la Grèce s'est réveillée de son sommeil, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, J.C. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, J.C. Les vallées, les îles et les côtes de la mer Égée ont commencé à être remplies d'une nouvelle vie. Les villages sont devenus des villes, le commerce a refait surface et l'écrit a de nouveau figé la mémoire. La période archaïque avait commencé, une ère de reconstruction et de recherche identitaire au cours de laquelle les Grecs ont réinventé leur monde. C'est alors que la polis, la cité-État, centre de la vie politique, sociale et religieuse, est née, et que l'esprit hellénique s'est consolidé comme une force capable d'unir les peuples dispersés sous la même culture. La polis n'était pas seulement une ville fortifiée, c'était une communauté de citoyens libres qui partageaient des lois, des dieux et des coutumes. Son noyau était l'Astie, la zone urbaine dominée par l'acropole, la colline sacrée où se dressaient les temples, et par l'agora, la place publique, où les habitants se réunissaient pour commercer, débattre et décider des affaires communes. Autour d'elle s'étendait la Chora, le territoire agricole qui soutenait la ville.
La police était à la fois un espace physique et un concept moral, une union d'hommes libres qui se gouvernaient eux-mêmes et trouvaient dans la participation civique le sens de la vie. Chaque polis a développé son propre système de gouvernement, reflétant son histoire et sa géographie. Certaines étaient des monarchies dirigées par des rois héréditaires, d'autres des oligarchies dominées par des familles nobles, et dans certains cas, des tyrannies ont émergé, des gouvernements personnels qui, bien qu'autoritaires, poussaient souvent à des réformes et à des travaux publics. Mais la tendance générale était à une plus grande participation citoyenne. À Athènes et dans d'autres villes de l'Attique, les anciens privilèges aristocratiques ont commencé à céder la place à un système dans lequel les citoyens pouvaient délibérer et voter en assemblée. De ce processus émergerait, au fil du temps, la démocratie. L'expansion du commerce a apporté prospérité et transformation. Les Grecs, poussés par la rareté des terres et la recherche de nouvelles opportunités, entreprirent une colonisation massive de la Méditerranée. Ils fondèrent des colonies en Asie mineure, dans le sud de l'Italie, en Sicile, en Afrique du Nord et même sur les côtes de l'actuelle France. Ces colonies, des polis indépendantes, mais unies par la langue et la religion. Ils ont répandu la culture grecque de la mer Noire à Gibraltar. Grâce à eux, la Grèce est devenue un espace commun, un réseau de villes liées par des liens commerciaux et spirituels. L'alphabétisation s'est rapidement développée. L'alphabet grec, adapté du phénicien, permettait d'enregistrer non seulement les transactions commerciales, mais aussi les lois, les traités et, pour la première fois, la poésie. C'est à cette époque que les poèmes homériques, transmis depuis des siècles par la tradition orale, ont finalement été écrits. L'Iliade et l'Odyssée ont non seulement préservé la mémoire des héros mycéniens, mais ont également façonné l'identité grecque. Chez eux, le courage, la ruse et la poursuite de la gloire sont devenus des vertus cardinales. Homère offrit aux Grecs un miroir dans lequel ils pouvaient se reconnaître comme un peuple ordinaire, descendant de héros et protégé par les dieux de l'Olympe. La religion a joué un rôle central dans la cohésion culturelle. Les dieux de l'Olympe, dirigés par Zeus, sont devenus des figures universelles dans tout le monde hellénique. Chaque polis avait sa divinité tutélaire, qu'il s'agisse d'Athéna à Athènes, d'Apollon à Delphes ou d'Artémis à Éphèse, entre autres, mais elles partageaient toutes les mêmes mythes et rituels. Les sanctuaires panhelléniques, tels que Delphes et Olympie, servaient de centre de rencontres spirituelles et politiques. C'est là que se sont déroulés les Jeux olympiques, fondés en 776 avant notre ère. JC, où les Grecs ne se disputaient pas l'argent, mais l'honneur et la gloire. Ces réunions, tenues au nom de Zeus, étaient une trêve sacrée qui suspendait les guerres et rappelait l'unité du peuple hellénique au-delà de ses frontières politiques. L'expansion et le commerce favorisent la naissance d'une nouvelle classe sociale, les hoplites, citoyens soldats qui forment l'infanterie lourde. Armés de lances, de boucliers ronds et de cuirasses de bronze, ils combattaient en formation serrée, connue sous le nom de phalange. Ce mode de combat exigeait de la discipline, de la coordination et de la confiance mutuelle. Dans la phalange, chaque homme protégeait le compagnon à sa gauche avec son bouclier. C'était une métaphore parfaite de la polis, la force collective sur l'individu. La guerre cessa d'être un privilège des nobles pour devenir un devoir et un droit des citoyens. La période archaïque était aussi une époque d'expérimentation politique et culturelle. À Sparte, les réformes attribuées à Lycurgue établissent un système basé sur l'égalité entre les citoyens, l'austérité et la suprématie militaire. À Athènes, les tensions entre riches et pauvres ont conduit aux lois de Solon qui ont aboli l'esclavage pour dette et jeté les bases d'une justice plus équitable. Dans d'autres régions, comme Corinthe et Milet, l'architecture monumentale s'est épanouie et les premiers philosophes naturels, les physicoa, ont commencé à expliquer le monde non pas à travers des mythes, mais par la raison. Cette renaissance a apporté avec elle un nouvel idéal, l'arté, l'excellence personnelle obtenue par l'effort et la vertu. L'éducation et la participation à la vie publique sont devenues les voies de cette perfection. Le citoyen idéal n'était pas le plus riche ou le plus puissant, mais celui qui contribuait au bien commun. Le mot, un concept connu à l'époque sous le nom de logos, est devenu un outil politique et moral, le fondement du débat, de la persuasion et de la justice. La Grèce avait découvert que le pouvoir de la raison pouvait être aussi décisif que l'épée. Au fur et à mesure que la polis prospérait, leur rivalité augmentait également.
L'équilibre entre la liberté et l'indépendance a semé à la fois la grandeur et la fragilité du monde grec. Mais dans cette période archaïque, l'esprit hellénique a atteint sa forme définitive, une civilisation qui valorisait la beauté, la mesure, la parole et la liberté. C'est dans les agoras que naquirent les premières lois écrites. Dans les temples, l'art cherchait l'harmonie des proportions. Dans les ports, les marchands ont étendu les frontières du monde connu. Sparte et Athènes, deux mondes en désaccord. De toutes les polis qui ont émergé pendant la Renaissance grecque, deux se sont élevés au-dessus des autres, non seulement en raison de leur puissance, mais aussi parce qu'elles représentaient des visions opposées de la vie, de la politique et de la liberté. Sparte et Athènes étaient les deux visages d'une même civilisation, l'un basé sur la discipline et l'obéissance, l'autre sur la raison et les paroles. Entre les deux s'est tissée l'histoire du monde hellénique, marquée par l'admiration et le conflit, la coopération et la rivalité, jusqu'au jour où leur confrontation a défini le destin de toute la Grèce. Au cœur du Péloponnèse, entourée de montagnes qui la protégeaient de l'extérieur, se trouvait Sparte, une ville sans murs, parce que ses citoyens étaient ses murs, fondée vers le IXe siècle avant Jésus-Christ. J.C. Après la conquête de la Laconie, Sparte fut organisée en une société militaire permanente. Selon la tradition, le législateur lycurgue a établi son système politique et social dans un seul but: créer une communauté de guerriers invincibles. L'éducation, les lois et l'économie étaient subordonnés à l'idéal de la guerre. L'État était tout, l'individu juste une pièce au service du collectif. L'éducation spartiate, l'agoge, a commencé à l'âge de 7 ans. Les enfants étaient séparés de leur famille et formés à l'art de l'endurance, du combat et de l'obéissance. Ils dormaient en groupe, mangeaient de maigres portions et supportèrent le froid et la douleur sans se plaindre. Ils ont appris à voler de la nourriture, mais ont été punis s'ils étaient pris, non pas pour avoir volé, mais pour avoir été maladroits. À l'âge de 20 ans, ils devinrent hoplites et vécurent dans les Syssitia, des salles à manger communes où ils partageaient la vie militaire jusqu'à un âge avancé. Les femmes, contrairement au reste de la Grèce, jouissaient d'une liberté inhabituelle. Elles avaient une éducation physique, géraient des biens et pouvaient hériter. Leur force physique était considérée comme essentielle pour engendrer des enfants forts. Le système politique spartiate combinait monarchie, oligarchie et assemblée. 2 rois se partageaient le pouvoir militaire et religieux, tandis que la Gérusia, un conseil d'anciens, et les éphores, les magistrats nommés annuellement, contrôlait l'administration et la discipline. L'Apella, une assemblée de citoyens, ratifiait les décisions, bien que son pouvoir fût limité. La société était divisée en 3 groupes: les Spartiates, citoyens à part entière, les Périécos, habitants libres dédiés au commerce et à l'artisanat, et les Ilotes, serfs d'origine messénienne qui travaillèrent la terre et soutenaient l'économie. Ces derniers étaient la base invisible du système, forcés de nourrir un peuple presque exclusivement engagé dans la guerre. L'obsession spartiate pour la stabilité et l'égalité interne avait un prix: l'immobilité. Les lois interdisaient le luxe, le commerce extérieur et l'accumulation de richesses. Les citoyens devaient vivre dans l'austérité et l'obéissance absolue. Sparte n'a pas construit de temples majestueux, ni produit de philosophes ou de poètes, mais pendant des siècles, elle a été respectée et redoutée pour sa discipline. Lorsqu'un ambassadeur lui demanda pourquoi il n'avait pas fortifié la ville, un Spartiate répondit « Parce que nous avons des hommes ». Au nord, en Attique, Athènes, une polis très différente, a prospéré. Ouverte sur la mer Égée et avec le port du Pirée comme fenêtre sur le monde, Athènes est devenue un centre de commerce, de culture et de pensée. Son territoire, fertile et accessible, favorisait les échanges et la communication. Si Sparte symbolisait le devoir et la rigidité, Athènes incarnait la curiosité et la parole. Là, le citoyen ne s'est pas forgé dans l'obéissance, mais dans le débat. Au cours de ces premiers siècles, Athènes a été gouvernée par des rois puis des aristocrates, mais les tensions sociales entre les familles nobles et le peuple ont conduit à une série de réformes. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, J.C. Drago promulgua le premier code juridique écrit, célèbre pour sa sévérité. Peu après, Solon introduit des mesures plus équitables. Il abolit l'esclavage pour dette, réorganise la société en fonction de la richesse et permet aux citoyens de participer à l'Assemblée. Avec ces lois,
Solon a jeté les bases d'une participation politique plus large et d'une justice fondée sur la raison. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, JC. En 400 avant Jésus-Christ, JC, le tyran Pisistrate, prend le pouvoir. Mais son règne est resté dans les mémoires comme une période de prospérité. Il embellit la ville, promouvit l'agriculture et promouvit les arts. À sa mort, le pouvoir passa à ses fils, dont la chute ouvrit la voie aux réformes de Clisthène, considérées comme la naissance de la démocratie athénienne. Clisthène réorganisa le corps des citoyens, créa le Conseil des 500 et garantit la participation de tous les hommes libres à l'Ecclésia, l'assemblée du peuple. Pour la première fois dans l'histoire, un peuple s'est gouverné par la parole et le vote. Athènes a développé une culture basée sur l'éducation, l'art et la pensée. L'idéal du citoyen éclairé comprenait l'entraînement physique, mais aussi l'entraînement intellectuel. Musique, rhétorique, philosophie et littérature. Les jeunes ont appris non seulement à se battre, mais aussi à débattre et à raisonner. L'agora est devenue le cœur de la vie publique, où les marchands, les politiciens et les philosophes partageaient l'espace et le dialogue. La liberté était comprise comme une participation active aux affaires de l'État, et la polis comme une extension de l'âme du citoyen. Les différences entre Sparte et Athènes n'étaient pas seulement politiques, mais morales. Sparte valorisait l'égalité entre ses citoyens, mais niait la liberté individuelle. Athènes exaltait la liberté, mais tolérait les inégalités économiques et l'esclavage. L'une vivait fermée sur elle-même, l'autre ouverte sur la mer et le changement. Tous deux considéraient le citoyen comme faisant partie d'un tout, mais avec des fins différentes. À Sparte, le bien commun était imposé à l'individu. À Athènes, l'individu devait contribuer au bien commun par la pensée et l'action. Au VIe siècle avant Jésus-Christ. JC. Les deux puissances coexistaient dans une rivalité tendue. Sparte, chef militaire du Péloponnèse, représentait la tradition et la force. Athènes, le progrès et l'innovation. Leurs chemins se croiseraient encore et encore, d'abord en tant qu'alliés contre un ennemi commun, puis en tant qu'adversaires irréconciliables. L'affrontement entre les deux ne serait pas seulement une guerre d'armée, mais une lutte d'idées, entre l'ordre et la liberté, entre la lance et la parole, entre le silence de la discipline et l'agitation de la démocratie. Les guerres gréco-perses, la Grèce contre l'Empire perse. Au début du 5e siècle avant notre ère, JC, la Grèce était confrontée à une menace qui allait mettre à l'épreuve son existence même. Depuis les plaines de l'Asie mineure, l'Empire perse, le plus grand et le plus puissant de son temps, étendit sa domination sur le monde connu. Gouverné par des rois qui se considéraient comme choisis par les dieux, l'empire de Darius Ier et plus tard de son fils Xerxès s'étendait de l'Inde à l'Égypte, de la mer Noire au golfe Persique. Devant ce colosse, une mosaïque de petites villes grecques, divisées et rivales, semblait sans espoir. Mais de cet affrontement inégal allait naître l'un des chapitres les plus héroïques de l'histoire ancienne, les guerres gréco-perses, au cours desquelles la liberté hellénique résista à la puissance absolue de l'Orient. Le conflit a commencé lorsque les poleis grecs sur la côte de l'Asie mineure, soumis par la Perse, se sont rebellés contre la domination impériale. Phirawndranitionio avait JC, en 400 avant Jésus-Christ. JC, la révolte ionienne menée par Milet, allume la mèche. Athènes et l'Érythrée envoyèrent des navires et des soldats en soutien aux rebelles, attaquant la capitale perse de Sardes. Bien que la révolte ait été écrasée, Darius Ier jura de se venger des villes grecques qui avaient osé défier son autorité. Son but n'était plus seulement de punir une rébellion, mais d'incorporer la Grèce dans son empire. Phirawndranitio Avenjase. Une flotte perse traversa la mer Égée et débarqua dans la plaine de Marathon, à une quarantaine de kilomètres d'Athènes. Les Athéniens, Miltiades au volant, allèrent à sa rencontre avec à peine 10 000 hoplites. Les Spartiates, bien que convoqués, ne sont pas arrivés à temps, arrêtés par la célébration d'une fête religieuse. La bataille semblait perdue. Les Perses étaient largement plus nombreux que les Grecs. Cependant, la formation fermée de la phalange d'hoplites et la discipline athénienne se sont avérées décisives. Les Grecs attaquèrent par les flancs, désorganisant les troupes perses, et remportèrent en quelques heures une victoire inattendue. Marathon est devenu un symbole de résistance face à la tyrannie et le premier grand triomphe de la liberté sur la domination.
La légende raconte qu'après la bataille, un messager nommé Phidipide s'enfuit Marathon jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire avant de tomber mort sous l'effort. Son exploit, immortalisé par les poètes, a donné naissance au terme de marathon qui perdure encore. Marathon n'était pas seulement une bataille, c'était une affirmation de la valeur des citoyens, une victoire du peuple libre sur le pouvoir absolu. 10 ans plus tard, la Perse revint avec une force écrasante. Le nouveau roi, Xerxès Ier, fils de Darius, rassembla la plus grande armée que le monde ait jamais vue. Selon les chroniques grecques, plus de 2 millions d'hommes ont marché vers l'ouest, bien que les historiens modernes estiment entre 150 et 300 000. La flotte perse, composée de plus d'1 millier de navires, accompagna les troupes à travers la mer Égée. La Grèce, fragmentée et méfiante, est contrainte de s'unir. Athènes et Sparte, ennemis naturels, formèrent une alliance sur les conseils de la Ligue hellénique. Le premier affrontement décisif a eu lieu dans les gorges des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, J.C. Là, le roi Léonidas Ier de Sparte, à la tête d'environ 7000 Grecs, tenta d'arrêter l'avance perse dans un col si étroit qu'il neutralisa la supériorité numérique de l'ennemi. Pendant 2 jours, la phalange hellénique résista à toutes les attaques. Finalement, un traître local révéla à Xerxès un chemin à travers les montagnes qui lui permettait d'encercler les défenseurs. En apprenant qu'ils étaient encerclés, Léonidas congédia la plupart de ses alliés et resta avec 300 Spartiates et quelques centaines de Thespiens et de Thébains. Ils se sont battus jusqu'au dernier homme, permettant au reste de l'armée grecque de battre en retraite. Son sacrifice, bien qu'inutile militairement, est devenu une légende. Les Thermopyles n'étaient pas une défaite, mais un exemple immortel de courage face à une puissance excessive. Pendant ce temps, la flotte grecque se replie vers le sud, attendant le moment d'attaquer. Les Perses avancèrent, brûlèrent Athènes et rasèrent l'Attique. Mais les Athéniens, sous le commandement de Thémistocle, avaient évacué la ville et concentré leurs forces navales dans le détroit de Salamine. Là, en septembre 480 avant Jésus-Christ. J.C. La bataille décisive fut livrée. Thémistocle, avec seulement 360 trirèmes, c'est-à-dire des navires à 3 rangées de rames, attira la gigantesque flotte perse dans le détroit où leur nombre devint un obstacle. Dans le chaos des eaux étroites, les navires grecs manœuvrèrent agilement, éprenant et coulant les navires ennemis. La mer était couverte de débris et de cadavres. Au coucher du soleil, la puissance navale perse fut détruite et Xerxès, du haut de son trône improvisé sur la côte, contemplait la ruine de son armée. La victoire de Salamine changea le cours de la guerre. L'année suivante, en 479 avant Jésus-Christ, J.C. En 400 avant Jésus-Christ, J.C., les Grecs, dirigés par Pausanias de Sparte, affrontèrent le reste de l'armée perse à la bataille de Platée. La phalange d'Hoplite a une fois de plus démontré sa supériorité. Les Perses furent vaincus et leur général Mardonius tomba au combat. Peu de temps après, la flotte grecque remporta une dernière victoire à Mycale, sur la côte de l'Asie mineure. La Grèce avait survécu. L'empire le plus puissant du monde avait été rejeté par une alliance de villes libres. Les conséquences ont été profondes. Athènes, dont la flotte avait été décisive, émergea comme la puissance navale dominante dans la mer Égée. Sparte conserva son prestige militaire, mais la direction politique commença à pencher vers l'Attique, Phiraoundras Jutio Atta ave J.C. En 400 avant Jésus-Christ. J.C., la Ligue de Délos est fondée, une alliance de polis sous la direction d'Athènes pour maintenir la défense commune contre la Perse. Au fil du temps, cette ligue deviendra un instrument de la puissance athénienne, prélude à de nouvelles tensions internes. Au-delà de la politique, les guerres gréco-persanes ont consolidé une idée, que les Grecs, malgré leurs différences, partageaient un destin commun. La victoire n'était pas seulement militaire, mais culturelle. La Grèce avait montré que la liberté, le courage et l'intelligence pouvaient vaincre le nombre et la tyrannie. L'union de la polis, bien qu'éphémère, a révélé la force d'une identité collective que les Grecs appelaient hellénisme. L'écho de ces batailles a duré des siècles, le marathon symbolisait le courage. Thermopyles, sacrifice, Salamine, rusée, et Platéa, la victoire finale. Les noms de Miltiade, Thémistocle et Léonidas sont devenus des archétypes de l'héroïsme classique.
Dans les temples et les poèmes, les Grecs célébraient non seulement la défaite de l'ennemi, mais aussi le triomphe de l'esprit libre sur le despotisme. Les Perses seraient à nouveau une menace, mais ils ne réussiraient plus jamais à soumettre la Grèce. Dans la poussière de Marathon, dans le détroit de Salamine et dans les montagnes des Thermopyles, quelque chose de plus que l'indépendance d'un peuple s'était forgé. Le mythe d'une civilisation qui avait décidé d'affronter le destin par la force de sa volonté. Le siècle de Périclès, l'âge d'or d'Athènes. Après la défaite des Perses, la Grèce respira un air nouveau. Les villes avaient sauvé leur liberté, et parmi elles, Athènes est sortie victorieuse morale et politique du conflit. Sa flotte avait été décisive à Salamine, son commandement avait guidé la résistance et son esprit d'indépendance était devenu un exemple pour tout le monde hellénique. Dans les décennies qui ont suivi, la ville de la déesse Athéna a atteint une splendeur sans précédent. Les arts, la philosophie, l'architecture et la politique ont prospéré à une échelle jamais vue auparavant. C'était l'époque de Périclès, le stratège et orateur qui a transformé Athènes en capitale spirituelle du monde antique et a façonné ce que les historiens appelleront plus tard l'âge d'or de la Grèce, la Ligue de Délos, fondée en 478 avant notre ère. J.C. Afin de maintenir la défense commune contre la Perse, elle devint bientôt l'instrument de l'hégémonie athénienne. Son trésor, conservé à l'origine sur l'île de Délos, a été transféré à Athènes, et ses ressources ont commencé à financer les projets de la ville. Ce qui était né comme une alliance d'égaux s'est transformé en un empire sous la direction d'Athènes. Les membres polis payaient un tribut en argent ou en navire, et ceux qui se rebellaient étaient forcés de revenir par la force. La suprématie navale athénienne assurait le commerce, mais elle imposait également l'obéissance. Dans ce contexte de prospérité et de puissance, Périclès est devenu la figure centrale de la politique athénienne. Choisi comme stratège année après année, il règne avec l'autorité de son intelligence et le magnétisme de sa parole. Il défendait une idée révolutionnaire. La grandeur d'Athènes ne devait pas être mesurée par ses conquêtes, mais par sa culture. Sous sa direction, la démocratie a atteint sa maturité. Tous les citoyens libres pouvaient participer à l'ecclésia, l'assemblée, et décider des lois, des guerres et des finances. Les fonctions publiques étaient choisies par tirage au sort ou par vote, et les juges étaient des citoyens ordinaires. L'égalité politique, bien que limitée aux hommes libres, devint l'orgueil de la polis. Dans la célèbre oraison funèbre de Périclès, rapportée par Thucydide, le chef a exalté le caractère unique d'Athènes, une ville ouverte, aimant la connaissance, dans laquelle la liberté et la loi coexistaient. Il a dit qu'Athènes était l'école de toute la Grèce, une nation qui n'imitait personne parce que tout le monde l'imitait. Sa vision était celle d'une communauté où l'art, la raison et la justice formaient la base de la vie publique. L'art athénien atteint alors son apogée. Sur la colline sacrée de l'Acropole, Périclès commanda la reconstruction des temples détruits par les Perses et confia la direction des travaux à Phidias, le plus grand sculpteur de son temps. De cette collaboration est né le Parthénon, dédié à la déesse Athéna Parthénos. Le temple, aux lignes parfaites et aux proportions mathématiques, a été érigé comme symbole de l'harmonie entre la raison et la beauté. Sa frise, avec des scènes de processions religieuses et des figures de dieux et d'hommes, représentait l'union entre l'humain et le divin, entre la ville et son protecteur. D'autres monuments ont été érigés à côté du Parthénon, les Propylées, les Rectéions et le temple d'Athéna Niké. Chaque pierre, chaque colonne était une affirmation de la confiance athénienne dans la puissance de l'esprit humain. La sculpture, la peinture et l'architecture n'étaient pas seulement des expressions esthétiques, mais des manifestations d'un idéal, la kalokagatia, la fusion entre le beau et le bon. Le théâtre est devenu la forme la plus pure de l'art urbain. Sur les pentes du mont Lycabette, et plus tard, dans le théâtre de Dionysos, des milliers d'Athéniens ont assisté à des représentations de tragédies et de comédies qui exploraient les dilemmes de l'âme humaine. Échille, Sophocle et Euripide mettent en scène les passions, les conflits moraux et la confrontation entre le destin et la volonté. Dans les comédies d'Aristophane, la satire politique était mêlée à l'esprit populaire. Le théâtre n'était pas un divertissement. C'était une éducation civique, une réflexion collective sur le sens de la vie, la justice et le pouvoir. La pensée s'est également épanouie comme jamais auparavant. Les philosophes ont commencé à s'interroger sur l'origine du cosmos, la nature de la vertu et l'organisation de la société.
Anaxagore, un ami de Périclès, a introduit l'idée d'un nous, un esprit universel qui ordonnait le monde. Les sophistes enseignaient la rhétorique et le raisonnement critique, préparant les jeunes à la vie publique. Dans les rues de l'Agora, le dialogue est devenu un outil de connaissance. Le mot qui, dans d'autres cultures, était un instrument de pouvoir, à Athènes, était le pouvoir lui-même. La vie quotidienne reflétait cet équilibre entre simplicité et raffinement. Les maisons étaient modestes, mais les espaces publics étaient majestueux. Les citoyens ont passé du temps à débattre, à faire de l'exercice et à contempler. Les femmes, bien qu'exclues de la vie politique, jouent un rôle essentiel dans le foyer et dans l'éducation des enfants. Les esclaves effectuaient une grande partie du travail manuel, permettant aux citoyens de participer à la vie civique. La société athénienne n'était pas égalitaire, mais elle se définissait par sa foi en la participation collective et l'excellence individuelle. Sous Périclès, Athènes a également étendu son influence étrangère. Sa flotte dominait la mer Égée, ses colonies sécurisaient les routes commerciales et son économie prospérait grâce aux tribus de la Ligue de Délos. Cependant, cette même hégémonie a suscité du ressentiment parmi d'autres polais, en particulier Sparte. La puissance maritime d'Athènes et l'impérialisme croissant commençaient à être considérés comme une menace pour la liberté hellénique. L'âge d'or avait, comme toute lumière intense, son ombre. En l'an 430 avant Jésus-Christ, J.I.C., une épidémie a dévasté Athènes alors que la ville subissait le siège spartiate pendant la guerre du Péloponnèse. Des milliers de personnes moururent, y compris Périclès lui-même. Avec sa mort, l'équilibre entre l'idéal et la réalité qui avait soutenu le siècle le plus brillant de l'histoire grecque a disparu. La démocratie a continué, mais sans sa direction, elle a perdu sa modération. Les passions politiques ont remplacé le dialogue, et l'ambition a remplacé l'idéal de la vertu. Pendant les décennies suivantes, Athènes resterait le phare de la pensée et de l'art, mais la splendeur du siècle de Périclès ne se répéterait pas. La guerre du Péloponnèse, le crépuscule de la liberté. Le siècle de Périclès ne s'est pas terminé par un tonnerre, mais par un lent empoisonnement. Alors qu'Athènes jouissait de sa splendeur, son hégémonie suscitait la suspicion dans le reste de la Grèce. La Ligue de Délos, conçue comme une alliance contre la Perse, s'était transformée en un empire athénien. Les polais alliés étaient traités comme des sujets, contraints de payer un tribut et d'accepter des garnisons athéniennes. Sa flotte dominait la mer, ses temples scintillaient d'or étranger et sa culture rayonnait d'influence. Mais aux yeux de Sparte, la fière ville du Péloponnèse, c'était une menace intolérable. La rivalité entre les deux puissances était inévitable. Lorsqu'elle éclata enfin, la Grèce entière fut plongée dans la guerre la plus dévastatrice de son histoire, la guerre du Péloponnèse. Les causes étaient aussi nombreuses que les blessures accumulées. Sparte dirigeait la Ligue du Péloponnèse, une alliance de villes conservatrices qui se méfiait de la démocratie athénienne et de son impérialisme. Athènes, pour sa part, voyait en Sparte un obstacle à son expansion. L'élément déclencheur est venu en 431 avant Jésus-Christ, J.C., lorsque Corinthe et Mégare, alliés de Sparte, se sont heurtés à Athènes sur des questions commerciales et territoriales. Les Spartiates exigeaient qu'Athènes lève son blocus sur Mégare. Périclès refusa, c'était le point de non-retour. Les assemblées votèrent la guerre et le monde hellénique fut divisé en deux camps irréconciliables. Le plan de Périclès était défensif. Il savait que Sparte dominait par la terre et que son armée, disciplinée et nombreuse, pouvait dévaster l'Attique. Ainsi, il ordonna aux paysans de se réfugier à l'intérieur des longs murs qui reliaient Athènes à son port, le Pirée, assurant ainsi l'approvisionnement par voie maritime. Pendant ce temps, la flotte athénienne attaquerait les côtes du Péloponnèse et couperait les routes commerciales spartiates, mais le confinement a eu un prix terrible. Au cours de la deuxième année de la guerre, une peste éclata à l'intérieur des murs. En quelques mois, la maladie a tué plus d'un tiers de la population, y compris Périclès lui-même. Sans sa direction, la prudence a disparu. La démocratie est devenue erratique, oscillant entre l'audace et le désespoir. Au cours des années suivantes, la guerre est devenue un conflit sans fin de sièges, d'alliances et de trahisons. Athènes subit tour à tour défaites et victoires. Phirandrajugo est avenu, J.C.
Une trêve connue sous le nom de paix de Nicias a été signée, mais elle n'a duré que quelques années. L'ambition athénienne renaît sous le commandement d'Alcibiade, jeune homme charismatique et disciple de Socrate, qui convainc l'Assemblée de lancer une expédition monumentale contre Syracuse, en Sicile. Il promettait la richesse et la domination sur l'Ouest, mais ce fut un désastre total. L'expédition en Sicile entre 415 et 413 avant Jésus-Christ, J.C. Ce fut la plus grande catastrophe d'Athènes. Plus de 200 navires et 40 000 hommes firent voile pour Syracuse. Presque aucun n'est revenu. L'armée a été anéantie, les généraux capturés et des milliers de soldats ont fini réduits en esclavage dans les carrières siciliennes. Athènes a perdu sa flotte, son armée et sa confiance. Dès lors, sa chute était inévitable. Sparte, soutenue par l'or de l'Empire perse, ironiquement, l'ennemi qu'elles avaient auparavant combattu ensemble, a reconstruit sa marine et bloqué l'accès au Pirée. Firoundra Elva, avenue, J.C. Une révolution oligarchique renverse temporairement la démocratie athénienne, bien qu'elle soit restaurée peu de temps après grâce aux soldats au front. La guerre devient plus cruelle et plus désespérée. Incendies, exécutions, pillages et trahisons se multiplient dans toute la Grèce. Les petites polies furent rasées, les champs abandonnés, les temples profanés. L'idéal hellénique de raison et d'équilibre s'est dissous sous le poids de la violence. 404 Avenue, J.C. Après plus de 27 ans de guerre, Athènes était épuisée. Sans flotte, sans alliés et sans nourriture, il se rendit. Les Spartiates entrèrent triomphalement dans la ville et en démolirent les longs murs, symboles de leur puissance. La démocratie a été abolie et remplacée par un gouvernement d'oligarques connu sous le nom des 30 tyrans, imposé par Sparte. Pendant des mois, Athènes vécut dans la terreur. Exécutions, exils et confiscations marquèrent la défaite de la liberté. Cependant, la victoire de Sparte fut à la Pyrrhus. Toute la Grèce avait été ruinée. Les récoltes sont détruites, le commerce est paralysé. Les villes se dépeuplent. L'hégémonie spartiate, basée sur la puissance militaire, n'a pas apporté la paix, mais un règne fragile. Les autres polais, fatigués du joug lacédémonien, commencèrent bientôt à se révolter. La guerre avait brisé plus que des murs, elle avait détruit l'idéal de l'unité hellénique. Au milieu de la désolation, Socrate, le philosophe qui avait vu l'ascension et la chute de sa ville, fut accusé de corrompre la jeunesse et condamné à mort en 399 avant notre ère, J.C. Son exécution symbolisait la fin d'une époque. Avec lui est morte la voie du dialogue, de la libre pensée et de la critique rationnelle. Athènes avait perdu la guerre et, avec elle, son âme. Les années suivantes furent un labyrinthe d'alliances changeantes. Thèbes défie Sparte, Corinthe prend les armes, et la Perse, toujours présente dans l'ombre, profite des divisions pour imposer son influence. Aucune polie ne réussirait à dominer les autres de manière durable. Le monde grec, fragmenté et affaibli, est exposé à de nouvelles puissances qui l'attendent au nord. La guerre du Péloponnèse n'a pas seulement détruit des villes, détruit une idée. La démocratie athénienne, la discipline spartiate et la fraternité hellénique ont été consumées dans le feu d'une guerre entre frères. Alexandre le Grand, le conquérant du monde. Au nord de la Grèce, au-delà de l'Olympe, se dressait un royaume qui, pendant des siècles, avait été regardé avec dédain par la polie méridionale, la Macédoine. Considérée comme barbare par les Athéniens et les Spartiates, c'était une terre de montagnes, de bergers et de guerriers. Mais au IVe siècle avant Jésus-Christ, J.C. Sous le génie politique et militaire de Philippe II, la Macédoine est devenue la puissance la plus redoutable du monde hellénique. Son armée disciplinée, sa cavalerie lourde et sa stratégie diplomatique en ont fait la force dominante en Grèce. Et de ce royaume, en l'an 356 avant Jésus-Christ, J.C. Un homme destiné à changer le cours de l'histoire allait naître, Alexandre, fils de Philippe et d'Olympias d'Épire, plus tard connu sous le nom d'Alexandre le Grand. Dès son enfance, Alexandre a été éduqué pour la gloire. Sa mère lui a inculqué la croyance qu'il descendait d'Achille, son père, l'ambition d'unifier les Grecs sous un seul commandement. Et son professeur n'était autre qu'Aristote, qui l'a instruit en philosophie, en sciences et en politique. De cette éducation est né un jeune homme à l'esprit brillant, à l'esprit indomptable et à la volonté presque divine. Il aimait la poésie d'Homère, admirait la raison de son maître et rêvait de conquérir le monde connu.
lorsque Philippe fut assassiné en 336 avant Jésus-Christ. J.C. Alexandre avait à peine 20 ans. Il hérita d'un royaume puissant, mais entouré d'ennemis. La police grecque, croyant qu'un garçon ne pouvait pas garder le contrôle, s'est révoltée. Dans une démonstration d'audace et de rapidité, Alexandre marcha vers le sud, prit Thèbes par la force et la rasa. Sa brutalité était un message. La Grèce était unie sous son autorité, et quiconque contesterait son pouvoir serait détruit. Athènes, terrifiée, se soumit sans résistance. Avec la Ligue de Corinthe, Alexandre se proclame commandant suprême des Grecs pour réaliser le rêve de son père, la conquête de l'Empire perse. Au printemps de 334 avant Jésus-Christ, J.C. Il traverse l'Hellespont avec une armée de 40 000 hommes. Avant de mettre le pied en Asie, il lança une lance vers la côte et déclara qu'il prenait le continent comme un cadeau des dieux. Sur le rivage, il visita le tombeau d'Achille et offrit des sacrifices aux héros qu'il avait toujours admirés. Il commençait une campagne qui l'emmènerait plus loin que n'importe quel général de l'histoire. La première confrontation a eu lieu sur le fleuve Granique, en Asie mineure. Les Perses l'attendaient avec une grande force, mais Alexandre les attaqua immédiatement, traversant le fleuve sous une grêle de flèches. Sa cavalerie, les compagnons macédoniens, perça les lignes ennemies et remporta une victoire fulgurante. Cette bataille a démontré son style. Vitesse, audace et foi absolue en son destin. Après avoir libéré les villes grecques d'Asie mineure, Alexandre marcha au cœur de l'Empire, en l'an 333 avant Jésus-Christ. J.C. Il affronte le roi Darius III à la bataille d'Iso en Cilicie. Les Perses, beaucoup plus nombreux, occupaient un terrain étroit entre les montagnes et la mer. Alexandre, à la tête de sa cavalerie, attaqua directement le centre de l'armée ennemie. Darius, terrifié, s'enfuit du champ de bataille, laissant derrière lui sa famille et son trésor. Le triomphe d'Iso a consolidé le mythe d'un général invincible. De là, Alexandre avança vers la Phénicie. Les villes côtières se rendirent les unes après les autres, à l'exception de Tyr, qui tint 7 mois. Alexandre ordonna la construction d'un barrage sur la mer pour la prendre d'assaut. Lorsque la ville est tombée, ses habitants ont été exécutés ou vendus comme esclaves. C'était la démonstration que rien ne pouvait l'arrêter. Il marcha ensuite vers l'Égypte, où il fut reçu comme un libérateur. À Memphis, les prêtres le couronnèrent comme pharaon et le proclamèrent fils du dieu Amon. Dans le désert de Siwa, l'oracle confirme son origine divine. Alexandre ne se considérait plus comme un simple roi, il se croyait choisi par les dieux pour gouverner le monde. D'Égypte, il partit pour le cœur de l'Asie. Tredje 100 Og Enogtrediv Avenue, J.C., au 1er siècle avant Jésus-Christ. J.C., la bataille décisive se déroule dans les plaines de Gogamel. Darius rassembla une armée gigantesque avec des chars de guerre et des éléphants sur un terrain préparé à son avantage. Alexandre, en infériorité numérique, exécuta une manœuvre brillante. Il feignit une attaque par le flanc et ouvrit une brèche dans le centre ennemi. Chevauchant vers l'avant, il chargea directement vers le roi perse, qui s'enfuit une fois de plus. La victoire a été totale. Babylone, Suse et Persépolis tombèrent sans résistance. Dans le palais de Persépolis, Alexandre contempla les trésors d'un empire millénaire et, selon la tradition, permit que la ville soit incendiée pour se venger de la destruction d'Athènes par Xerxès. Avec la chute de la Perse, Alexandre était le maître du monde connu, mais son ambition ne connaissait pas de limite. Il continua vers l'est, à travers les déserts d'Iran et les montagnes de l'Hindu-Kush. En Bactriane et en Sogdiane, régions qui correspondent aujourd'hui à l'Afghanistan et à l'Asie centrale, il fait face à une résistance acharnée. Il fonda plus de 70 villes qui portent son nom, la plus célèbre étant Alexandrie en Égypte, et établit des colonies qui mêlent soldats grecs et populations locales. Il croyait que la fusion de l'Orient et de l'Occident était la voie vers l'unité universelle. Pour cimenter cette union, il épousa Roxane, la fille d'un noble de Bactriane. En l'an 327 avant Jésus-Christ, J.C. En 400 avant Jésus-Christ, J.C., il traversa l'Indus et entra en Inde, où il affronta le roi Poros à la bataille d'Hydaspes. Malgré l'utilisation d'éléphants de guerre, Alexandre gagna à nouveau. Mais ses soldats, épuisés par des années de campagne, refusèrent d'aller de l'avant. À la rivière Iphasis, l'armée s'arrêta. Alexandre, furieux et déçu, accepta de revenir.
Il retourna à Babylone où il planifia de nouvelles expéditions, en Arabie, peut-être en Méditerranée occidentale. Cependant, son corps ne pouvait plus supporter la fatigue. Au cours de l'été 323 avant Jésus-Christ, J.C., Alexandre tomba malade après un banquet à Babylone. En quelques jours, la fièvre le consume. Selon les chroniques, lorsque les généraux lui demandèrent à qui il donnerait son empire, Magnus répondit « le plus fort ». Alexandre le Grand mourut à l'âge de 32 ans, sans héritier légitime, laissant derrière lui un empire qui s'étendait de la Grèce au Pendjab. Sa mort a été le début du chaos. Les généraux qui l'avaient accompagné, les diadoques, se disputèrent le pouvoir, divisant l'empire en royaumes indépendants. Ptolémée en Égypte, Séleucus en Asie, Cassandre en Macédoine et Lysimaque en Thrace. Mais même si son empire se fragmentait, le monde ne serait plus jamais le même. Partout où il allait, Alexandre fondait des villes, répandait la langue, l'art, la science et la philosophie grecque. La culture hellénique a fusionné avec la culture orientale, donnant naissance à une nouvelle ère, l'hellénisme. Pour les Grecs, Alexandre était plus qu'un conquérant. Il était l'incarnation de l'idéal héroïque, le dernier des fils d'Achille, un homme qui défiait les limites humaines. Sa vie combinait l'ambition du guerrier avec la vision du philosophe. Pour certains, il était un tyran, pour d'autres, un dieu. La vérité est que son héritage a transformé le monde antique. Au cours des siècles qui ont suivi, les Romains l'ont vénéré comme un modèle de grandeur et sa figure a inspiré les empereurs et les aventuriers pendant des millénaires. La Grèce hellénistique, l'héritage des diadoques. Quand Alexandre le Grand mourut à Babylone en 323 avant notre ère, J.C., son corps n'avait pas encore refroidi que le plus grand empire de l'histoire se déchirait déjà. Il n'y avait pas d'héritier légitime, seulement un enfant à naître et un frère incapable de gouverner. Son armée, habituée à suivre la volonté d'un seul homme, se trouva soudain sans guide. 13 ans de conquête s'effondraient, et le rêve d'un monde unifié sous la culture grecque devint un champ de bataille. Les généraux qui avaient participé à sa gloire devinrent des ennemis. Ils seraient connus sous le nom de Diadochis, les successeurs. La première dispute porta sur le corps du vainqueur. Selon la tradition, Ptolémée, l'un de ses plus proches généraux, a volé le cercueil sur le chemin de la Macédoine et l'a emporté en Égypte. Là, à Alexandrie, Alexandre reposera pour toujours, enveloppé d'or et de cristal, devenant un symbole de grandeur perdue. Entre-temps, ses anciens compagnons se partageaient les restes de son empire. Le général Perdicas a essayé de maintenir l'unité, mais a été tué lors d'une révolte. Commence alors une longue période de guerre entre les diadoques qui durera plus de 4 décennies. De ce chaos naquirent 3 grands royaumes, la dynastie ptolémaïque en Égypte, fondée par Ptolémée, l'empire séleucide créé par Séleucus en Asie et la Macédoine antigonide, héritière de la patrie d'Alexandre. Chacun de ces royaumes a conservé la langue, l'administration et la culture grecque, mais les a mélangés aux traditions orientales, créant un nouveau monde, l'hellénisme. Le règne de Ptolémée, premier sauteur, fut le plus stable et le plus brillant. D'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre à l'embouchure du Nil, il dirigea un empire riche en agriculture, en commerce et en connaissances. Ptolémée comprit que le véritable héritage de son ancien roi n'était pas la guerre, mais la culture. Il ordonna la construction du musée d'Alexandrie, une institution dédiée à la recherche et à la sagesse, et de la bibliothèque, qui vint rassembler des centaines de milliers de rouleaux de papyrus de tout le monde antique. Des mathématiciens tels qu'Euclide, des astronomes tels qu'Aristarque de Samos, qui ont proposé que la Terre tournait autour du Soleil, et des poètes tels que Callimaque et Théocrite y ont travaillé. Alexandrie est devenue le cœur intellectuel de la Méditerranée, le lieu où la pensée grecque a fusionné avec la science égyptienne et babylonienne. Plus à l'est, Séleucus Ier Nicator établit son pouvoir sur les vastes terres de l'Asie, de la Syrie à l'Inde. Son empire, celui des Séleucides, était le plus vaste et le plus difficile à gouverner. Il a fondé de nombreuses villes, dont beaucoup ont été nommées Antioche, en l'honneur de son père, qui fonctionnaient comme des centres administratifs et commerciaux. Il parlait grec, adorait les dieux de l'Olympe et construisait des temples avec des colonnes doriques le long de ziggourats et de palais orientaux. Les Séleucides ont essayé de maintenir l'unité par la politique et le mariage, mais leur territoire était si diversifié que la rébellion était constante.
Avec le temps, Babylone, la Perse et les satrapies orientales retrouvèrent leur indépendance. En Macédoine et en Grèce, la famille d'Antigone le Borgne et de son fils Démétrius Poliorcète a réussi à garder le contrôle. Son pouvoir, cependant, n'a jamais été absolu. La polie grecque a continué d'exister, bien que sous l'influence macédonienne. Athènes, qui n'avait plus sa splendeur classique, resta un centre culturel, et de nouveaux courants philosophiques s'épanouirent dans ses écoles. Le stoïcisme de Zénon de Citium, qui prêchait la sérénité face au destin, et l'épicurisme fondé par Épicure, qui enseignait à rechercher le bonheur par la modération et l'amitié. C'était une époque moins héroïque, mais plus humaine. La pensée s'était déplacée de l'agora vers l'âme. L'expansion hellénistique n'était pas seulement politique, mais aussi culturelle et économique. Le grec est devenu la lingua franca de l'Égypte à la Bactriane. Les artistes ont commencé à représenter des visages plus réalistes, avec des émotions et du mouvement. Les sculptures n'idéalisaient plus des héros immobiles, mais des hommes et des femmes avec des gestes de douleur, de désir ou de tendresse. Les villes étaient remplies de théâtres, de gymnases et de temples dédiés aux dieux grecs, mais aussi aux divinités orientales réinterprétées avec des formes helléniques. Le monde était devenu cosmopolite. Le commerce a prospéré comme jamais auparavant. D'Alexandrie, des navires chargés de blé, de papyrus, de vin et de parfums partaient pour les ports de la Méditerranée. En Asie, des routes terrestres reliaient Antioche à l'Inde et à la Chine. Les marchands grecs ont introduit les pièces de monnaie, les systèmes de poids et mesures et les techniques de construction. Les caravanes transportèrent de la soie, des épices et des pierres précieuses, tandis que les idées voyageaient avec les marchandises. L'hellénisme a été, par essence, la première tentative de mondialisation culturelle de l'histoire. Mais sous cette apparence de splendeur, les tensions politiques persistaient. Les royaumes hellénistiques étaient des monarchies absolues, gouvernés par des rois qui se proclamaient héritiers d'Alexandre et, dans certains cas, demi-dieux. La liberté de l'ancienne polie a disparu. Les guerres entre les dynasties étaient constantes et les populations souffraient des impôts et des conscriptions. L'idéal grec de citoyenneté a cédé la place à l'obéissance courtoise. La grandeur hellénique avait été transférée du citoyen au souverain. Malgré cela, la fusion entre l'Orient et l'Occident a produit une synthèse culturelle sans précédent. En Égypte, les dieux grecs étaient identifiés aux Égyptiens, Zeus avec Amon, Aphrodite avec Isis. En Asie, l'art grec a influencé les temples bouddhistes de l'Inde et a donné naissance au style gréco-bouddhiste du Gandhara, où le Bouddha a été représenté avec des traits helléniques. Dans le domaine des sciences, les astronomes hellénistiques ont mesuré la circonférence de la Terre, calculé les distances solaires et dessiné les premières cartes précises du monde. Au cours des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, J.C. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, J.C., l'hellénisme atteint sa splendeur maximale. Mais à l'ombre de cette grandeur s'est développée une nouvelle puissance qui allait bientôt revendiquer sa place dans l'histoire, Rome. Au début, les Romains admiraient la culture grecque, copièrent son art, son architecture et sa philosophie. Cependant, derrière cette admiration se cachait une ambition. Alors que les royaumes hellénistiques étaient affaiblis par des guerres internes, Rome avançait. En Indra Sextioata Ave J.C., en 400 avant Jésus-Christ. J.C., la bataille de Pydna scelle le sort de la Macédoine. L'armée romaine vainquit le roi Persée et la Grèce passa sous contrôle romain. Quelques années plus tard, l'empire séleucide fut démembré et l'Égypte, bien que nominalement indépendante, devint un protectorat romain. Avec l'arrivée des légions, le monde hellénique a perdu son indépendance politique, mais son esprit a survécu. La langue grecque est restée celle de la connaissance, de la science et de la diplomatie. Les Romains adoptèrent les dieux de l'Olympe, traduisirent Homère et étudièrent Aristote. Les villes fondées par Alexandre ont continué à prospérer, et Alexandrie, avec sa bibliothèque et son musée, est restée le phare de la connaissance jusqu'à sa destruction des siècles plus tard. L'héritage philosophique, Socrate, Platon et Aristote. Entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère. J.C. Alors qu'Athènes vivait ses jours de splendeur politique et artistique, une nouvelle force a commencé à transformer l'histoire de la Grèce, la pensée philosophique. Jusque-là, les Grecs avaient cherché à expliquer le monde à travers les mythes et la volonté des dieux. Mais dans les rues de l'Agora, entre temples et écoles, une révolution silencieuse a émergé.
le désir de comprendre l'univers non pas par la foi mais par la raison. Les philosophes, littéralement amis de la connaissance, ont fait de la curiosité une science et de la réflexion une vertu. Parmi eux, 3 noms ont défini la base de la civilisation occidentale: Socrate, Platon et Aristote. La figure de Socrate a été le tournant entre le mythe et la raison. Il n'a pas écrit de livres ni fondé d'école, mais il a changé la façon dont les hommes se perçoivent. Il est né à Athènes, fils d'un sculpteur et d'une sage-femme, et a vécu comme un citoyen ordinaire. Pendant les guerres du Péloponnèse, il a servi en tant qu'hoplite, faisant preuve de courage et de discipline, mais son vrai combat était intellectuel. En se promenant sur les places et les marchés, il interroge tous ceux qu'il rencontre, politiciens, poètes, artisans, jeunes. Sa méthode, basée sur les questions et les réponses, est connue sous le nom de maïeutique, l'art de faire naître les idées. Il croyait que la vérité ne devait pas être enseignée, mais découverte par le dialogue. Socrate rejetait la vaine sagesse des sophistes, qui étaient payés pour enseigner la rhétorique et la persuasion. Pour lui, la connaissance ne doit pas servir à dominer, mais à vivre justement. Il enseignait que le mal venait de l'ignorance et que la vertu était la connaissance. Son insistance à remettre en question les coutumes, les lois et la religion lui valut des ennemis. Dans une Athènes épuisée après la guerre, sa figure devient inconfortable. Un homme qui défie la tradition, qui dit que le vrai devoir du citoyen est de penser. Tre indre og nitini av, JC. Il a été accusé de corruption de la jeunesse et d'impiété. Dans son procès, repris par son disciple Platon, Socrate s'est défendu sans se rétracter. Il a préféré mourir plutôt que d'abandonner sa recherche de la vérité. Il buvait de la ciguë entouré de ses élèves et est devenu un symbole d'intégrité intellectuelle. Un homme qui préférait la mort plutôt que de trahir sa conscience. De sa mort est née l'une des écoles les plus durables de l'histoire, l'Académie de Platon. Platon, qui appartenait à une famille noble, avait été témoin de l'instabilité politique d'Athènes et de l'injustice commise à l'encontre de son maître. De ce traumatisme est née sa vision du monde, une séparation entre le monde sensible, qu'il considérait comme changeant et imparfait, et le monde des idées, qui était censé être éternel et vrai. Selon Platon, tout ce que nous voyons n'est rien de plus que l'ombre d'une réalité supérieure. Dans son dialogue le plus célèbre, La République, il a imaginé une société gouvernée par des philosophes, les seuls capables de comprendre le bien et la justice. Platon considérait l'éducation comme la voie de la vertu. Dans son célèbre « Mythe de la caverne », il décrit les hommes enchaînés qui ne voient que des ombres sur un mur et croient que c'est la réalité. Le philosophe, lorsqu'il se libère, s'élève vers la lumière et contemple le monde véritable, mais lorsqu'il revient pour libérer les autres, il est incompris et rejeté. La métaphore représentait non seulement le devoir du sage, mais aussi le destin de tout penseur qui défie l'ignorance collective. Son influence s'est étendue bien au-delà de son temps. Il fonde l'Académie d'Athènes, considérée comme la première institution d'enseignement supérieur dans le monde occidental. Il y réunit des mathématiciens, des astronomes et des philosophes pour discuter de la nature de l'âme, du cosmos et de la connaissance. Platon a uni la raison à la spiritualité, la pensée abstraite à l'éthique. Son œuvre, écrite sous forme de dialogue, a conservé la voix de Socrate et préparé le terrain pour l'esprit le plus systématique de l'Antiquité. Aristote. Aristote, né à Stagira, dans le nord de la Grèce, est venu à Athènes alors qu'il était un jeune homme et a étudié pendant 20 ans à l'Académie de Platon. Bien qu'admirant son maître, il s'en écartait sur des points essentiels. Il rejetait l'idée d'un monde d'idées séparé du monde réel. Pour Aristote, la réalité était là, dans les choses concrètes qu'il fallait observer et analyser. Avec lui est née la pensée empirique, la connaissance basée sur l'expérience. Il classifiait tout ce qui existait, les plantes, les animaux, les émotions, les formes de gouvernement. Il a créé la logique formelle, la base du raisonnement scientifique. Là où Platon avait levé les yeux vers le ciel, Aristote regardait la terre. Après la mort de Platon, il fonda sa propre école, le Lycéum, où il enseignait la marche avec ses disciples dans les jardins, d'où le nom de péripatéticien. Sa curiosité ne connaissait pas de limites. Il a étudié l'astronomie, la biologie, la physique, la politique et l'art. Il considérait que le bonheur humain dépendait de l'accomplissement de la vertu et de l'équilibre, les mésotes.
un terme qui cherchait à représenter le juste milieu entre les extrêmes. Sa pensée allait de la morale à la métaphysique, de la théorie de l'âme à la rhétorique. Tredje 134 avenue. J.C. Aristote est appelé en Macédoine pour donner des cours particuliers à un jeune prince, Alexandre, fils de Philippe II. Pendant plusieurs années, il lui a enseigné l'histoire, l'éthique et la philosophie, lui inculquant l'amour de la culture grecque. Lorsqu'Alexandre se lança dans sa conquête du monde, il emporta avec lui l'influence de son maître, l'idée que la raison et la connaissance étaient aussi puissantes que l'épée. L'œuvre d'Aristote a marqué le début de la science en tant que discipline rationnelle. Ses observations sur l'anatomie, la physique et la logique seront étudiées pendant 2 millénaires. Pour les médiévaux, leur pensée était la base de la connaissance. Pour la Renaissance, la porte de la connaissance moderne. Sa vision du cosmos, composé d'une Terre immobile entourée de sphères célestes, a dominé la pensée occidentale jusqu'à Copernic. Même sa notion de vertu en tant qu'habitude est encore vivante dans l'éthique contemporaine. L'héritage de Socrate, Platon et Aristote a transcendé la Grèce. Tous trois ont créé un système de pensée qui a façonné la civilisation occidentale, le devoir moral de l'individu, la recherche rationnelle de la vérité et l'organisation logique de la connaissance. À mesure que les empires tombaient, ces idées ont survécu dans des manuscrits copiés à Alexandrie, dans les bibliothèques romaines et plus tard dans les monastères médiévaux. Son héritage était plus puissant que n'importe quelle armée, la conviction que l'homme peut comprendre le monde avec son esprit et que la justice, la vertu et la sagesse sont les piliers de toute société. Dans l'agora silencieuse où Socrate a été condamné, dans les murs en ruine de l'académie et dans les ruines du lycée recouvertes par la poussière du temps, l'écho de cette révolution intellectuelle résonne encore. La Grèce avait perdu son indépendance, mais elle avait conquis quelque chose qu'aucun empire ne pouvait lui enlever, la pensée.